It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouveau Daily React. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de React, hein. On est en plein cœur de l'été, tous les changements d'effectifs, je vais pas en faire de petits React comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, complètement nécessaire en plus pour moi, un fan de Portland, de vous parler du trade de l'année, tout simplement, du trade blockbuster de ces derniers mois. C'est tout simplement l'arrivée aux Bucks de Damian Lillard. Donc oui, un coup de tonnerre énorme, notamment au niveau des contenders et aussi pour la reconstruction des Blazers. Un trade à 3 entre les Blazers, les Bucks et les Suns. On va parler des 3 effectifs et de ce que ça apporte comme changement pour l'année qui arrive. Allons-y. Lillard, long range three, and it's good! At the buzzer! Damian Lillard! Are you... Comme je l'ai dit dans l'intro, du coup, on a un trade incroyable à 3 équipes, l'un des plus gros trades depuis peut-être James Harden, je ne sais pas, il y en a tellement chaque année. Mais en tout cas, pour vous le résumer, pour ceux qui ont loupé l'info, hein, si vous vivez dans une grotte, alors, les Blazers déjà reçoivent Ayton, Jrue Holiday, un first pick de 2029 et 2 swaps avec ces équipes des Bucks et des Suns pour l'année 2028 et 2030. Donc voilà, le principal point de ce transfert, je pense que c'est Ayton, en tout cas pour le futur des Blazers. On va en reparler. Côté Bucks, on a juste l'arrivée de Damian Lillard. Et côté Suns, un trade assez particulier pour eux, à mon sens, avec l'arrivée de Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little et Keon Johnson. J'y pense, les Blazers ont aussi retrouvé un joueur, mais je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé, mais voilà. Un joueur de fond de banc qui fera ses allers-retours avec la G-League et la nouvelle équipe Rip City Remix de G-League de Portland. On verra ce que ça donne. Mais du coup, voilà le fin mot du transfert. On va commencer tout de suite, hein. Je pense qu'on va commencer par les Blazers parce que ça change énormément de choses pour eux. C'est une grande étape dans leur histoire récente aussi. Donc allons-y, parlons des Blazers. Donc les Blazers viennent de lâcher l'une de leurs 3 plus grosses légendes, hein. Pour être assez large, je pense que Damian Lillard rentre parfaitement dans cette caste-là. Un joueur individuellement beaucoup trop fort, rookie de l'année, qui a été 7 fois All-NBA et 7 fois All-Star, qui sort d'une saison en 32 points et 7 passes, mais qui depuis des années n'arrive pas à être entouré. Un effectif qui n'a aucun sens autour de lui, tout simplement, et une équipe qui voyait un petit peu le bout du tunnel et qui s'est dit, et en même temps que Lillard a choisi d'être transféré, ils se sont dit, eh bien, reconstruisons, repartons à zéro, c'est le moment. C'est ce qui a été fait. Donc, côté Blazers, on a eu la chance extraordinaire, vous le savez, d'obtenir Scoot Henderson en 3e place. Et la question qui se passait, parce qu'on allait bientôt avoir le début de la saison avec les premiers entraînements, etc. Qu'allait-il arriver de Lillard à côté de Scoot Henderson, Anthony Simons et Shaedon Sharpe. Donc là, ça règle déjà beaucoup de problèmes d'entente sur le backcourt. Ça va laisser la place aux jeunes, hein, à voir. Je pense que le 5 sera composé de Scoot Henderson, Anthony Simons, Matisse Thybulle, Jeremy Grant et DeAndre Ayton, du coup. Donc voilà, on verra comment se développe Shaedon Sharpe. Ça laissera plus de place pour l'ensemble de ces joueurs-là. Et bien sûr, on a l'arrivée de DeAndre Ayton, qui est un premier choix de draft, hein, de la draft de Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, etc. Un pivot mobile, défensif, quand il le veut, quand il est motivé. Et au vu de comment ça se passait avec les Suns, où la relation était un petit peu cassée, tout simplement, on savait que sa motivation était en berne, qu'il se plaignait de ne pas être utilisé à sa pleine valeur. Là, je pense encore une fois qu'il ne faut pas le mettre comme une première option offensive côté Blazers, mais on peut penser qu'il aura beaucoup plus de ballons, qui pourraient lui plaire, et qui pourrait aussi faire en sorte qu'il s'intègre beaucoup mieux à cet effectif et potentiellement qu'il ne soit pas le méchant petit canard entre guillemets comme aux Suns. Donc oui, j'ai beaucoup d'attentes sur DeAndre Ayton. C'est un des cadres de ce vestiaire, hein. Il a fait partie d'une équipe à 64 wins. Il a été en finale NBA. Il a été d'ailleurs très bon sur ce parcours de playoff 2021. Donc oui, si DeAndre Ayton est motivé, je pense que c'est peut-être l'un des meilleur pivot de la ligue, entre guillemets, derrière les très gros, les All-Stars. Je pense que DeAndre Ayton se place là, c'est très bien pour nous. Et puis, de toute façon, si ça marche pas,
même si je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Un duo Scoot Henderson, DeAndre Ayton, voire même avec Anthony Simons m'intéresse énormément. Je pense que sa valeur sur le marché fera, à part si évidemment on le ruine, ce que je ne souhaite pas. On sait qu'on a une histoire assez négative avec les intérieurs aux Blazers, mais pour le coup DeAndre Ayton a l'air assez solide. Eh bien on pourra toujours le rééchanger, obtenir d'autres picks, d'autres jeunes à potentiel. Voilà. Donc on a ça, à côté de lui Jeremy Grant qu'on peut lui aussi échanger. C'est un effectif qui est en première année de reconstruction. Vous savez de ce que je pense de Scoot Henderson, pour moi c'est un prospect générationnel. On a Anthony Simons qui a clairement les capacités d'atteindre un niveau au moins All-Star, même s'il le sera sûrement pas. Shaedon Sharpe qui a fini la saison dernière à 24 points de moyenne sur ses 8 ou 10 derniers matchs. On a encore d'autres jeunes comme Chris Murray, Ryan Rupert, Tybalt qui reste encore jeune et qui a un profil défensif qui peut aider les autres à progresser. C'est énorme ce qui arrive côté Blazers. On prend énormément de vitesse sur notre redéveloppement. Moi, j'adore ça. Évidemment, il faudra peut-être encore une année dans le fond, mais dès l'année prochaine, je pense, avec un autre joueur, donc je sais pas, Bouzelis ou un de ces joueurs-là qui vont arriver à la draft, un joueur du top 5, je pense qu'on peut viser déjà le play-in, très sérieusement. Et puis, si on voit que ça ne fonctionne pas, on a énormément de pics et de choses à aller chercher aussi. Même si ça peut paraître peu pour Lillard, au vu des trades tout simplement de l'année dernière, on parle de Gobert, de Murray, des dizaines de picks qui ont été envoyés dans ces transferts-là, on sait que pour un meneur à cette période, depuis quelques années, c'est compliqué de trouver une sorte de marché pour eux. On le voit avec Harden, on verra ce qui se passe avec Jrue Holiday, même si le contrat et le joueur n'est pas le même, mais Lillard, malgré le joueur qu'il a été, je pense que même ce transfert est toujours trop petit. Pour lui en tout cas, pour la valeur qu'il doit avoir. Évidemment, on a encore Jrue Holiday à rééchanger, donc il y a beaucoup d'équipes, notamment des contenders, qui sont intéressés. Donc à voir ce qu'on en fait. On n'a pas fini de récupérer toutes les assets ou potentiellement des jeunes, même si des jeunes, je ne suis pas sûr, parce que les équipes intéressées pour l'instant sont apparemment Boston, assez logiquement, vu qu'ils ont perdu Marcus Smart, Jrue Holiday et évidemment un step-up au-dessus par rapport à Marcus Smart. Philadelphie, évidemment, vu que Harden veut partir, ça serait même un meilleur fit, à mon sens, à côté de Tyrese Maxey et un joueur qui apporterait du caractère à cet effectif à côté des Embiid. On a les Clippers aussi, donc peut-être un trade à 3, voir ce qui se passe pour Harden et Jrue Holiday avec les Blazers qui vont donc récupérer des contrats expirants, mais surtout, et je l'espère, beaucoup plus de picks, parce qu'un first pick et 2 swaps pour Damian Lillard, c'est quand même très faiblard. Très faiblard. Donc à voir, et je pense que de toute façon il y aura des pics dans cette histoire. Joe Cronin pour une fois n'a pas flop et a fait ce qu'il fallait pour le récupérer, enfin pour le faire partir, on va dire, avec l'honneur de son nom, mais aussi l'honneur de notre franchise, pour pas le brader ou faire une fin dégueulasse. C'est ce qu'il ne fallait pas faire et il a réussi à éviter ça. Donc oui, on verra. Miami, Boston, Philadelphie. Apparemment aussi, oui, donc comme je l'ai dit, surtout Miami. Miami qui nous a essayé tout l'été de nous arnaquer en nous offrant un package assez famélique, à mon sens en tout cas. Et donc un Miami qui revient apparemment à la charge pour un Jrue Holiday. Je pense que Joe Cronin a énormément de choses à leur dire et je pense que maintenant il a une position de supériorité par rapport à eux. On verra s'il est envoyé à Miami. J'espère pas parce que Jrue Holiday à Miami, bah écoutez, moi ça me fait peur. Enfin, je suis pas fan des Bucks, mais évidemment cette année je vais les suivre pour Damian Lillard. On espère la bague, donc voilà. Je pense que les Blazers ne concourent pas dans la même catégorie, donc ça devrait aller au niveau des matchs entre nous. Mais bref, non, à voir ce qui va se passer. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'assets côté Portland. C'est génial, vraiment cette reconstruction. Rendez-vous compte, on a DeAndre Ayton, Scoot Henderson, Anthony Simons, Shaedon Sharpe et sur un malentendu Ryan Rupert, Chris Murray. On a perdu Nassir Little qui avait beaucoup de blessures, mais qui en soi était un joueur intéressant à développer sur les ailes en plus, qui nous manquait en termes de jeunesse. Mais voilà, je pense que c'était nécessaire. On a perdu Keon Johnson aussi, qui était tout simplement un flop. J'ai jamais vu un jeune joueur aussi nul. Non, je rigole évidemment, mais voilà, je ne suis zéro déçu de son départ. Et bien sûr, on n'a plus le contrat et le joueur qui est Nurkic. Et ça, c'est quand même un plaisir immense. Oui, un plaisir immense, tout simplement. On va s'arrêter là parce que j'ai pas envie de lui tirer dessus. On en reparlera côté Suns. Donc voilà, on va passer côté Bucks. Et je pense que là, ça va être tout aussi intéressant. Côté Bucks, on obtient tout simplement Damian Lillard et on
et on perd, entre guillemets, Jrue Holiday, Grayson Allen, un first et 2 swaps, donc 2028, 2029 et 2030. Voilà, je pense que ce qui est dommageable, c'est que Jrue Holiday, 24 heures avant de se faire transférer, disait qu'il voulait être un Bucks for life. Voilà, ça fait un peu de peine, hein. On sait que Jrue Holiday mérite tout le bonheur du monde, à mon sens. Et puis surtout, c'est que Jrue Holiday et Damian Lillard sur un backcourt, à mon sens, c'est tout simplement le meilleur fit qui existe dans la NBA, sur un backcourt en tout cas. On parle beaucoup du fit entre Damian Lillard et Giannis, et je vais revenir sur le sujet, mais c'est vraiment dommage qu'on peut pas avoir Jrue Holiday à côté de Damian Lillard, c'est ce que j'aurais espéré, mais je pense que c'était impossible d'effectuer ce transfert sans lui, parce que tout simplement... si on avait mis un joueur comme, je ne sais pas, Chris Middleton, au vu de ses blessures, au vu de son âge et de son contrat, je pense qu'il aurait été beaucoup moins facile de le transférer et d'avoir des bonnes assets en échange. Donc oui, il était nécessaire de transférer Jrue Holiday. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut revenir sur le profil avec Giannis. On a donc un joueur en Giannis Antetokounmpo qui est un top 1, 2, 3 maximum joueur de cette ligue. Un ailier en plus, un ailier fort qui est très attiré par le cercle, qui est un joueur avec des qualités athlétiques jamais vues, mais surtout un défenseur extraordinaire. Et de ce fait, un joueur qui est autant attiré par le cercle et qui a besoin de spacing, lui mettre Damian Lillard dans les pattes est la chose idéale à faire. C'est tout simplement incroyable comme fit. On sait aussi que pendant la série contre Miami et de nombreuses séries, la technique pour espérer endiguer Giannis Antetokounmpo, c'était de couper l'accès à cette raquette. Maintenant, je vous pose la question, comment voulez-vous couper l'accès à une raquette sans vous faire tuer à 3 points lorsque Giannis Antetokounmpo est épaulé par Damian Lillard? Et d'ailleurs, comment voulez-vous faire quand cette troisième option, donc le joueur finalement a surveillé le moins des trois dans ce quatuor, parce qu'on peut aussi compter Brook Lopez, c'est tout simplement Chris Middleton, qui est un joueur clutch, qui peut faire un 20 points en dormant, en tout cas avant sa blessure, et qui l'a fait même contre Miami malgré la défaite en vrai. Et sans oublier, voilà, comme je l'ai dit, Brook Lopez, qui est un shooter aussi à 3 points, assez extraordinaire. Donc oui, couper la raquette, c'est bien intéressant, mais je pense que c'était la dernière année où c'était possible. Le gros problème côté Bucks, je pense qu'il manque un joueur, un meneur, peut-être un meneur avec des qualités de playmaking, peut-être un dernier meneur un peu safe, qui peut t'assurer de finir des matchs, qui peut t'assurer de relayer Damian Lillard potentiellement quand il ne joue pas derrière lui, donc une sorte de 6e homme. Donc à voir s'ils arrivent à trouver quelqu'un pour prendre ce rôle-là, mais s'ils ne l'ont pas, moi je vous avoue que ça ne me dérangerait pas non plus outre mesure. Cet effectif est déjà très complet. On n'aura pas de Connaughton avec qui il a déjà joué à Portland à côté de lui. Chris Middleton, comme je l'ai dit, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Le danger, j'y reviens, c'est peut-être les blessures. On sait que Chris Middleton a mis énormément de temps à retrouver son niveau, qui sort d'une grosse blessure. Brook Lopez a quoi, 34, 35, 36 ans, je ne sais pas. Il était beaucoup blessé l'année dernière et l'année d'avant, mais justement, cette année, on a eu une redécouverte, on va dire, de Brook Lopez. Donc, espérons qu'il reste sur la même qualité et sur les mêmes temps de jeu. Giannis Antetokounmpo, et évidemment, s'est blessé, mais lui, c'était plus dû à une mauvaise chute face à Miami. Et enfin, Damian Lillard, qui l'année dernière avait joué une trentaine de matchs, je crois, je ne sais plus très bien. Cette année, il est à moins de 60 matchs, mais on a eu une grosse période de tanking. Donc voilà, il peut enchaîner les matchs. On sait que dans cet effectif, avant, avec l'ancien coach, ça jouait pas les quatrièmes quart-temps parce que les matchs étaient déjà gagnés. On verra ce que fera Adrian Griffin, qui est un coach rookie, un coach très prometteur, mais rookie. Donc voilà encore une inconnue, mais voilà, on peut se le dire maintenant. Les Bucks, dans cette guerre de l'Est, avec, pour moi, à mon sens, les plus gros contenders, on peut citer Philadelphie, Boston, Miami, Cleveland un petit peu derrière, les Knicks un petit peu derrière. Dans le haut du panier de l'Est, il y a énormément de compétitivité et je pense que les Bucks ressortent carrément grâce à ce trade de Damian Lillard dans cette guerre tout simplement entre tous ces effectifs assez complets. Peut-être Boston peuvent jouer à ce niveau-là, mais à mon sens, en tant que première option, Giannis passe évidemment devant un joueur comme Tatum, et en termes de deuxième option, Damian Lillard est évidemment une meilleure deuxième option qu'un
qu'un Jaylen Brown. Donc voilà, après c'est beaucoup plus compliqué que ça marche pas en tant que niveau pur. Il faut voir comment Lillard s'adapte à ce nouvel effectif. Pour moi, il n'y a pas de danger. Vraiment, le fit est idéal. Lillard n'a jamais eu, que ce soit tous les joueurs de cet effectif, il n'a jamais eu mieux. En termes de fit et de niveau plancher, c'est tout simplement exceptionnel pour lui. Évidemment, il a eu des joueurs comme CJ McCollum, mais c'est des joueurs sur le backcourt qui ne se mariaient pas très bien avec son jeu. Là, c'est tout le contraire. Donc, si Damian Lillard ne régresse pas, parce qu'il faut pas oublier qu'il a 33 ans aussi, si on a encore 2-3 ans de Damian Lillard à ce niveau-là, à 27, 30, 32 points de moyenne, avec des pourcentages au tir assez incroyables, des tirs incroyables aussi, tout simplement, les Bucks sont pour moi l'effectif et l'équipe qui seront les plus gros contenders pour aller chercher un titre, les plus gros favoris au titre, voilà. Voilà, c'est dit. Donc, dommage pour Jrue, dommage pour cet effectif cette histoire d'amour entre Jrue Holiday et les Bucks. On verra ce que ça lui donne encore une fois. Je suis très curieux, j'en ferai peut-être un autre Daily React. Et on va passer donc à cette troisième équipe, cette équipe des Suns. Allons-y. Très bien. Donc, on va aborder le cas des Suns. Vous vous souvenez, côté Blazers et Bucks, j'étais tellement hypé, tout simplement. Niveau Bucks, c'était une masterclass. Les Blazers s'en sortaient très bien. Là, on va parler des Suns et je suis désolé de vous dire que ce sera une autre histoire. Les Suns récupèrent donc Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little, et Keon Johnson. Alors, évidemment, Ayton, il faut prendre le côté un petit peu relationnel. Ayton ne s'entendait plus avec cet effectif, que ce soit Devin Booker ou les autres, ils n'étaient plus sur la même longueur d'onde, sur les mêmes objectifs. Ayton était connu pour être un gros joueur de jeux vidéo et qui se ruinait la santé, en tout cas le sommeil, à jouer à ça. Il n'était plus très impliqué et malgré ça, ça restait quand même un joueur très average au poste 5 en NBA. Donc, je l'ai dit, peut-être qu'il se relancera côté Blazers, je l'espère, etc. Ayton n'en reste pas moins un pivot plus que titulaire, un pivot dominateur dans cette NBA de 2023, et il fut remplacé par un Jusuf Nurkic. Jusuf Nurkic qui a une prolongation de contrat, qui est quand même payé, je crois, 17 ou 20 millions la saison, qui a tout simplement, vous le savez, vous connaissez mon désamour pour Jusuf Nurkic en tant que joueur, c'est un pivot qui défensivement sera un trou noir, qui ne peut tout simplement pas faire de coast-to-coast, qui ne peut pas être mobile, qui ne peut pas switch entre des joueurs, etc. Et qui offensivement peut être intéressant et marquer une 13e de points par match, je ne sais pas. Mais dans un effectif où il y a Devin Booker, Kevin Durant, tout ce genre de joueurs comme Bradley Beal, et qui même, à côté de ça, on a des intérieurs comme Bol Bol, je ne sais pas, je vous dis tous les noms qui sortent, mais Terence Ross, qui n'est pas du tout un intérieur, vous l'aurez remarqué, mais bref, même TJ Warren sur le poste 4, que des joueurs à propension offensive, vous rajoutez un joueur comme Jusuf Nurkic. Alors, soit je n'ai pas vu ce qu'ils ont vu en lui, ou alors vraiment la relation avec Ayton était indésirable depuis quelques mois, mais Jusuf Nurkic sera un trou noir défensif pour un effectif où, en plus de ça, Kevin Durant jouera sûrement sur le poste 4 et devra avoir des responsabilités défensives à l'intérieur, ce qu'on ne souhaite pas à Kevin Durant, on souhaite qu'il offensivement soit un monstre et qu'il essaye de ne pas se brusquer en défense pour assurer son plein potentiel offensif. Là, peut-être qu'il devrait aider défensivement, c'est quand même assez dommage. Mais puis, on ne sait pas, peut-être que Jusuf Nurkic, pour moi, il reste un bon pivot s'il joue une quinzaine de minutes par match. Mais du coup, qui on place devant? Bismack Biyombo? C'est quand même un 9e homme d'une équipe qui se veut compétitive. On a Udoka Azubuike, qui est pareil, un jeune joueur, qui a 24 ans et qui n'a jamais rien fait dans cette ligue. Je ne sais pas ce que vous voulez en faire à ce poste-là. Et après, on a des ailiers forts. Voilà, on a un peu fait le tour. Si vous voulez mettre Bol sur le poste 5, moi, je le déconseille à tout le monde. Faut pas rêver non plus. Donc voilà, beaucoup de questions. Je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ont effectivement aussi Drew Banks, qui était un joueur de Portland, qui lui aussi était un joueur qui pouvait m'énerver des soirées entières avec des mains qui glissaient. Un joueur assez particulier, capable du meilleur comme du pire. Je pense que ce type de joueur ne doit pas être un pivot titulaire dans une équipe compétitive. Tout simplement, en fait, le problème de cet effectif, c'est qu'ils ont accumulé potentiellement
quatre pivots qui devraient être troisième pivot, chacun d'entre eux dans une bonne équipe, on va dire. Donc oui, c'est problématique. À côté de ça, on a quand même réussi à avoir Grayson Allen qui est un bon joueur de collectif qui pourra apporter énormément. Je pense que ce transfert s'est fait aussi parce que Grayson Allen a été impliqué dans le package. C'est un petit peu dommage pour les Bucks qui perdent en profondeur. On verra s'ils arrivent à compenser. Ils ont quand même Jake Crowder, à voir s'il n'est pas cramé, s'il arrive à revenir. Et puis je suis sûr qu'à la deadline, ils pourront faire en sorte de ramener un joueur sur ces positions-là pour aider. Mais Grayson Allen, c'est très bien, mais c'est toujours pas un pivot. C'est quand même assez compliqué, encore une fois. Ensuite, on a Keon Johnson, je vais passer très vite sur lui. À mon sens, il sera coupé, ou alors il jouera avec la G-League. Il n'aura peut-être 3 minutes par match, voilà. Et il n'en faut pas plus. Il n'a pas le niveau pour la NBA au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste un joueur pour compléter le transfert, je ne sais pas, pour compléter au niveau salarial. Bref, Nasir Little est un joueur très intéressant, un 3&D au potentiel de 3&D assez titulaire dans cette ligue, très intéressant, qui peut être fort, mais qui n'arrive pas à passer un step de titulaire, dû aux blessures, dû au fait qu'à Portland, c'était quand même assez marécageux, on va dire, comme situation. Donc à voir si quelque chose se débloque aux Suns. Évidemment, il ne sera pas titulaire sur les postes de Kevin Durant et Devin Booker, mais on peut espérer quand même un petit step-up. Moi, j'adore Nasir Little, je suis un petit peu déçu de l'avoir loupé, mais voilà, on va revenir un petit peu sur les Suns au général. Je pense qu'ils ont bien travaillé jusque-là, ils ont réussi à récupérer des joueurs pour très peu d'argent, les Yuta Watanabe, ce type de joueurs-là, même au final Drew Eubanks, etc., Eric Gordon, pour moi, c'était des joueurs qui complétaient parfaitement cet effectif, qui apportaient de la profondeur malgré le fait qu'il y ait des salaires énormes entre Devin Booker, Kevin Durant, DeAndre Ayton qui est au contrat max aussi, et évidemment Bradley Beal qui sera payé 60 millions la saison, je crois, 55, je sais plus. Bref, en tout cas, à un moment donné, il sera payé 60 millions. Donc voilà, on payait beaucoup trop d'argent, ça pouvait poser problème dans le futur, mais on veut un titre, c'est un all-in. Donc Ayton, encore une fois, un jour, peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, quelques années, on aura la vérité sous-jacente à ce qui s'est passé dans cet effectif. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais là, on a un 5, du coup, si je comprends bien, avec Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, sûrement Josh Okogie, ou alors Josh Okogie en 3 et Kevin Durant en 4, avec potentiellement Youssouf Nourkic en 5. Voilà, entasser des noms, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, il faut se le mettre dans la tête. Et là, je vais être très très méchant avec eux, mais je n'ai aucune peur de cette équipe des Suns. Évidemment, ils vont gagner des matchs, peut-être qu'ils vont même gagner des séries sur leur talent, mais ils n'iront jamais au bout. En plus de ça, moi qui connais plutôt bien Frank Vogel, parce que j'adorais cet effectif des Lakers de 2020 notamment, c'est un coach défensif. Un coach défensif qui arrive à mettre en place une identité collective défensive. Bradley Beal est un joueur en défense qui est average, tout simplement. Devin Booker qui s'est énormément amélioré, mais qui doit être peut-être même cette première option d'attaque. Kevin Durant, pareil, doit avoir ce rôle offensif. Donc, sur quelle base va s'appliquer et va se mettre en place le jeu défensif de cette équipe? Sur Nourkic, vous pouvez toujours rêver, je vous le dis à tous là, ceux qui m'écoutent, vous pouvez rêver. Et Josh Okogie, TJ Warren et tout ça, c'est pas possible. Yuta Watanabe, c'est un bon. On peut pas baser un collectif défensivement sur ce type de joueur. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour cet effectif, à part si Frank Vogel se transforme comme le coach des Kings en coach offensif avec une propension à une attaque huilée et incroyable. Ça serait quand même incroyable que ça arrive. Je n'y crois pas beaucoup. Mais bref, on verra bien ce que ça donne. Donc oui, masterclass des Blazers, des Bucks surtout. Les Blazers qui s'en tirent très très bien et on verra ce qu'ils arrivent à choper avec Jrue Holiday. J'espère qu'ils continuent sur le même rythme et qu'ils me déçoivent pas avec le trade de Jrue Holiday. Et les Suns qui posent beaucoup d'interrogations. Hein. Ils récupèrent Nasir Little et Grayson Allen, ce qui peut être bien pour eux. Ils dégraissent un gros contrat, même si Youssouf Nourkic est quand même payé 17 millions l'année. Mais à côté de ça, pour aller chercher un titre, c'est peut-être pas les priorités qu'il fallait se mettre en tête. Donc voilà, je pense qu'on a fini, on a bien parlé de ce trade.
beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses tellement hypantes. On va voir Damian Lillard jouer à 1h du matin, les gars. D'habitude, c'est 3-4 heures, je n'en pouvais plus. Donc oui, je pense que cette année, je vais regarder autant les Bucks que les Blazers. C'est même plus potentiellement à voir comment les Blazers joueront, même si je suis très curieux de voir DeAndre Ayton jouer avec Scoot et Shadon notamment. Donc oui, voilà. Je pense qu'on a terminé. Je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a plu. Si vous écoutez ce podcast sur Spotify, Deezer, etc., je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube et inversement si vous êtes sur YouTube. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.